Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Nous allons parler de l'investiture au Congo-Brazzaville, l'investiture boycottée par des chefs d'État de l'Union européenne, mais à laquelle ont pris part des présidents de la sous-région, l'Afrique centrale et puis même l'Afrique de l'Ouest, l'investiture donc de Denis Sassou Nguesso. On va également parler du Mali avec cette question: est-ce que c'est la fin de l'état de grâce pour le gouvernement? Des questions qui seront abordées par nos invités: Aram Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Shana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Mais tout d'abord, l'Afrique du Sud avec cette campagne pour les municipales lancée dans la tourmente par le président Jacob Zuma et problème d'aiguillage. On me montre l'annonce donc de la campagne pour les municipales de Jacob Zuma. C'était ce samedi à Port-Elizabeth dans le Cap oriental. Mais il faut noter que 24 heures avant, c'est-à-dire le vendredi, une marche pour le changement avait rassemblé des milliers de personnes à Johannesburg. Shana Takiou, est-ce que Zuma est dans une mauvaise passe? Absolument. Zuma est dans une mauvaise passe parce qu'il est rattrapé par une affaire qui date de 2009. En l'occurrence, des investissements dans sa résidence privée. Donc, il y a eu 15 millions d'euros, ou je ne sais pas de dollars, injectés dans sa résidence privée pour, dit-on, sa sécurité, pour améliorer la sécurité. Malheureusement, au lieu de sécurité seulement, un amphithéâtre a été construit, une clinique privée a été construite dans sa résidence privée et d'autres aménagements. Et puis, le gouvernement interpellé a démenti les faits. Il y a eu une enquête et l'enquête a révélé aujourd'hui que vraiment, il y a eu des dépassements. Il y a eu des dépassements. Et puis l'opposition s'est mise à manifester, à demander que Zuma démissionne, que Zuma rembourse l'argent du contribuable sud-africain investi dans sa résidence privée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là et l'atmosphère est polluée et ça pourrait vraiment jouer sur les communales de 3 août prochain. Ok, Alexis Calambri sur la question. Je crois que plus que Zuma, c'est vraiment l'ANC qu'on ne comprend pas et qui va laisser le plus de plumes. Si vous vous souvenez, Zuma était, je crois, vice-président de Mbeki pour des faits similaires. Quand Thabo Mbeki a voulu le renvoyer, c'est finalement Thabo Mbeki que l'ANC a renvoyé. Donc, et malgré ce comportement, vous voyez que on ne sent pas, l'ANC le lâcher. Donc, je pense que quelque part, c'est ce parti qui va perdre son hégémonie en continuant à soutenir un chef d'État qui a montré qu'il n'est pas dans les normes requises et en plus qui, disons, fait en atteint à son image. Oui, Serge Daniel. L'impression que moi j'ai, c'est que M. Jacob Zuma représente de plus en plus l'incarnation de cette aile de l'ANC qui a oublié d'où ils viennent en fait. Lutte contre l'apartheid, lutte pour l'égalité des droits, lutte pour la transparence, contre la corruption. Donc ils se sont un peu embourgeoisés très rapidement, plus rapidement que les gens de l'apartheid d'ailleurs, vous voyez. Et c'est pour ça que je ne comprends pas le soutien qu'il a toujours au sein de l'ANC. Il y a, à mon avis, une frange de ce parti qui le défend parce qu'ils ont les mêmes défauts, si vous voulez. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut saluer, c'est quand même l'indépendance de cette structure qui a demandé officiellement au président de la République de rembourser une partie des frais engagés pour l'agrandissement de son domicile. Et pour terminer, je dirais que ça me fait sourire parce que moi qui ne suis pas un homme de gauche, ça m'amuse toujours de voir les hommes de gauche être trempés dans des magouilles alors qu'ils disent nous sommes de gauche parce que nous ne magouillons pas. Oui, Aram Cham, sur la question. Bon, ce commentaire de Serge est très gauche. Oui, je partage ton avis. Pour les hommes de gauche. Non, mais en fait, on ne va pas s'appesantir trop sur Zuma.
l'homme est connu. Ce n'est pas la première anomalie qui lui est reprochée. Vous vous souvenez de l'histoire, effectivement, des armements achetés. Il y a énormément de scandales de corruption contre lui. Il n'est pas une excentricité près. Ce sur quoi on doit s'appesantir, par contre, c'est un peu ce que Alexis a dit. Pourquoi l'ANC rame-t-elle à contre-courant pour défendre un homme qui reconnaît, malgré plusieurs dénégations, être coupable de ce que la Cour constitutionnelle de ce que la médiatrice d'abord lui a reproché, et ensuite la Cour constitutionnelle. Et la deuxième chose, c'est comment se porte la démocratie sud-africaine malgré tout. Je pense que si Zuma n'a pas été d'un bon apport pour la réputation de l'Afrique du Sud, les contre-pouvoirs tels que la médiatrice et la Cour constitutionnelle, en tout cas, redore le blason d'une démocratie que l'on croyait galvaudée, parce que c'est la démocratie de la 20e économie du monde. Okay. Il a quand même engagé un bras de fer contre ces structures-là. Et ça, c'est quand même impressionnant de voir comment le président Jacob Zuma a été quand même un homme têtu dans cette affaire, parce qu'il n'a pas voulu du tout rembourser les fonds. Donc il faut saluer quand même ces structures qui ont guerroyé non seulement avec la langue, mais avec la loi, avec les lois de la République, en lui disant vous êtes obligé de rembourser. Ça, on a voulu ajouter quelque chose. Mais oui, il y a la médiatrice qui est une structure qui lutte aussi contre la corruption. Il y a l'opposition aussi, l'apport de l'opposition. Vraiment, c'est un apport très important. L'opposition à l'Assemblée nationale, dans la rue, l'opposition vraiment s'est fait entendre. Et c'est un signe que vraiment la démocratie en Afrique du Sud, elle est vivante, elle existe, parce que les dérapages sont dénoncés et on demande au président de rembourser. Donc vraiment c'est une démocratie vivante malgré les dérapages. Les récriminations, Alexis Kalambri, qui sont faites à Zuma proviennent souvent de la jeunesse, cette génération de born free qui n'ont pas connu l'apartheid, de la lutte contre l'apartheid. Est-ce que aujourd'hui l'ANC de Zuma n'est pas dépassé aujourd'hui par le contexte? Ce sont ces jeunes-là qui sont beaucoup plus contre... Oui. C'est-à-dire, Zuma représente, disons, un passé. Et l'apartheid, dans sa constitution actuelle, continue à vivre avec un schéma qui n'est plus d'actualité. C'est vrai que si vous avez suivi Zuma... comme disait Adam, ces frasques sont connues à tous les niveaux. Ailleurs, c'est franchement pas, surtout pour ceux qui sont assez puritains, c'est pas le candidat idéal. Effectivement, vous avez de plus en plus ceux qui ruent dans les brancards, n'ont pas cet héritage apartheid, n'ont pas vécu cette période de l'apartheid pour se sentir liés ou pour faire une sorte d'allégeance ou même un fétichisme par rapport à l'ANC. C'est pour ça que je dis c'est ce parti qui va être le plus grand perdant. Madame Thiam, malgré toutes ces frasques, malgré les débats, on a vu que l'ANC au niveau du Parlement n'a pas voulu lâcher Zuma. Est-ce que ça ne pose pas la problématique des majorités mécaniques en Afrique? Malgré les déboires du président, la majorité à l'Assemblée nationale ne veut pas le laisser destituer. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire donc le fait majoritaire s'est exprimé au Parlement, peut-être pour plusieurs raisons, dont une, c'est quand même qu'ils veulent éviter d'aller aux élections anticipées dans un contexte qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Mais à l'intérieur de l'ANC, il faut dire qu'il y a quand même eu des voix, donc des compagnons de Mandela qui ont fustigé l'acte de Jacob Zuma. Et n'oublions pas que même Desmond Tutu avait dit que l'Afrique du Sud ne méritait pas ça et que ce qui s'est passé de la part de Zuma est honteux. Je crois que il y a aussi le fait, si je peux me permettre, il y a le fait que il lui reste combien d'années, je ne sais plus tellement. Les gens doivent se dire c'est pas la peine de déstabiliser effectivement le parti. Il lui reste quelques années, laissons-le terminer son mandat et puis basta. Mais plus globalement, ça pose aussi le problème de où doit habiter le président de la République. Est-ce que pour des raisons sécuritaires, il doit habiter chez lui et on doit agrandir sa maison? Dans quelles conditions? Ça pose ce problème-là pour le président de l'Afrique du Sud et puis pour les autres présidents, peut-être africains également. Pour l'ensemble des frasques, mais pour ce cas-ci,
à la décharge de Zuma, il faut reconnaître, selon la médiatrice elle-même, que Zuma n'était pas au courant de ces investissements, mais qu'il y a des ministres qui ont pris sur eux-mêmes l'initiative de faire ces investissements. Donc maintenant, si il est établi que Zuma n'était pas au courant de ces investissements qui n'étaient pas prévus, il s'agit maintenant à Zuma de sanctionner. On a demandé à Zuma de sanctionner les ministres impliqués dans la mise en œuvre de ces actions. Donc on attend aujourd'hui la sanction de Zuma, ce qui tarde à se concrétiser. Non, il y a 3 phases. Il y a la phase où il a nié. Oui. Il y a la phase où il a reconnu, il a dit qu'il n'était pas au courant. Il y a la 3e phase où on sait que ça s'est passé, que c'était irrégulier, qu'il était au courant. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il n'a pas fait le difficile. Il a fait un discours simplement pour reconnaître ce qui s'est passé et dire qu'il s'engageait à payer. Une dernière question là-dessus, Alexis Kalambri. Maintenant, l'après Zuma, on parle de Cyril Ramaphosa, on parle également de la présidente de la commission de l'UA, Nkosazana Dlamini Zuma. Vous l'entrevoyez comment l'après Zuma? Je pense d'abord, pour compléter ce que disait Adam tout de suite, et même là, quand il s'est agi de sanctionner, on a vu qu'il y a d'autres scandales qui ont été révélés par la suite, parce qu'on a vu que c'est des forces économiques qui ont poussé à la roue pour qu'on change le ministre des Finances et qui ont même, à la limite, nommé les ministres des Finances. Mais je pense que de plus en plus, il va être difficile, disons, à ceux qui ont lutté dans la clandestinité, à tous ces héros de la lutte anti-apartheid, d'avoir des arguments pour s'imposer. Autant l'après Zuma va être très difficile. C'est vrai que c'est presque sûr que l'ANC n'aura pas la grande majorité, mais pourra encore donner le président, mais il ôte beaucoup d'arguments à ces deux-là. Il est en train de perdre de l'influence. Oui, je ne sais pas si on peut s'attendre à une alternance. Je ne crois pas. Le pouvoir, à mon avis, va rester au sein de l'ANC, même si désormais au sein de l'ANC, vous avez des forces centripètes, des forces centrifuges. L'épicentre de la vie politique va rester, à mon avis, au sein de l'ANC. Mais est-ce que les jeunes vont arriver à bousculer les vieux? Ça, c'est un autre débat. Mais le plus important, c'est est-ce que l'ANC va perdre le pouvoir la prochaine fois? Je ne le crois pas. C'est pas pour demain. Deuxième thème de l'émission, le Congo-Brazzaville. Après sa victoire contestée lors de la présidentielle du 20 mars dernier, Denis Sassou Nguesso a prêté serment ce samedi devant la Cour constitutionnelle. Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir, a juré de respecter et faire respecter la Constitution. Chana, ça fait un peu sourire quand il jure de respecter, de faire respecter la Constitution, si on sait qu'il l'a tripatouillé il y a quelques mois pour pouvoir se représenter. Oui, ça fait sourire parce que il n'y a même pas longtemps, il n'a pas respecté la Constitution, il l'a tripatouillé, il l'a modifié. Est-ce que vous voyez? Vous l'avez dit, il cumule 32 ans de fonction et il était à l'origine de la guerre que son pays avait récemment connue. Et aujourd'hui, vraiment, tous les ingrédients sont là pour que ça explose à Brazza. Le Brazza est en train d'être divisé en Bas-Congo et en Makelekele comme il n'y avait pas assez longtemps. Et malheureusement, le président est dans une fuite en avant. Parce que l'ONU a désigné le Sénégalais Bathily, qui est médiateur au niveau de l'Afrique centrale, est-ce que vous voyez, pour tenter une médiation. Et le jour où même, le vendredi, je pense, où Bathily arrivait à Brazza, la Cour constitutionnelle, le président promulguait la loi, promulguait la nouvelle constitution, alors que le préalable de l'opposition, c'est de geler la constitution. Donc, Denis a fermé la porte, de mon point de vue, à tout débat, à toute négociation, parce qu'il amène l'opposition aujourd'hui à se radicaliser davantage. Ok, si on regarde un peu cette cérémonie d'investiture, Alexis Kalambri, on a l'impression que l'Occident prend ses distances avec le président Sassou Nguesso. Aucun représentant de premier rang à cette cérémonie d'investiture, hormis les chefs d'État du continent. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. C'est-à-dire, il y a eu deux phases. Au moment où il voulait être candidat et où l'opposition se battait pour qu'il ne soit pas candidat, on aurait compris de la part de cette
opposition qu'à défaut de pouvoir le bloquer, qu'on le boycotte. On n'a pas boycotté, ils sont allés aux élections avec lui. Déjà, ce fait légitime tout ce qu'il a posé comme acte qui n'est pas normal. Et pendant ce temps, on n'a pas trop entendu les Occidentaux qui continuent à faire des affaires au Congo. Vous savez que le Congo, comme dirait l'autre, est un scandale géologique et fait l'objet d'un grand trafic de la part des Occidentaux. Ces gens n'ont pas trop parlé en ce moment. Maintenant, ils se font représenter à des niveaux moindres, mais je suis sûr que ça ne les empêche pas de continuer à faire des affaires. Oui, Adam Cham. Oui, Serge disait il y a quelques mois ici que les États ont des intérêts, pas des amis. Je pense que ça s'est joué sur le Congo. Je suis d'accord avec Alexis, il y a un peu d'hypocrisie dans ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le Parti socialiste français, c'est même pas le gouvernement français, a attendu que la constitution soit changée, que Denis Sassou Nguesso soit élu à 60%, pour appeler à une nouvelle transition, refusant donc de reconnaître les résultats de l'élection. Mais il est possible effectivement qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas entendu la communauté internationale, les Américains qui sont généralement très vocaux sur ça, l'Union européenne qui anticipe en général, et puis les différentes capitales occidentales, c'est peut-être à cause des intérêts économiques que nous ne voyons pas et qui peuvent être effectivement scellés par une alliance entre les puissances qui exploitent le pétrole et le pouvoir actuel à Brazza. N'oublions pas qu'en 1997, c'est quand même une alliance avec Elf Aquitaine, soutenu par l'Angola, qui a provoqué effectivement la victoire de Sassou Nguesso contre Pascal Lissouba. Et je ne crois pas, Chana, que c'est Sassou Nguesso qui était à la base de la guerre 97, c'est que Lissouba devait organiser des élections et je crois qu'il ne les faisait pas. C'est comme si cette année, Sassou avait perdu la guerre parce qu'il ne voulait pas simplement partir. Mais ce qui m'a le plus étonné aujourd'hui, c'est quand même d'entendre le président jurer sur l'honneur qu'il va respecter la Constitution. Oui. Moi, ce qui m'a... je l'avais déjà dit à l'époque, si vous voulez changer de constitution aujourd'hui en Afrique, pour proroger votre mandat, la durée du mandat, etc., vous pouvez le faire si votre peuple ne réagit pas. Si la rue ne réagit pas, vous pouvez le faire. Si la rue ne réagit pas et que vous avez la majorité, vous pouvez le faire. Donc le reste, c'est vraiment pour moi une hypocrisie collective de voir la communauté internationale dire oui, il est mal élu, nous n'allons pas à la cérémonie. Autant ils ne vont pas à la cérémonie de prestation de serment, autant ils passent des coups de fil parce que Alexis et Adam l'ont dit tout à l'heure, il y a des intérêts économiques. L'urgent pour moi aujourd'hui au Congo, c'est que vous avez des opposants qui ne peuvent pas circuler librement. Vous avez des opposants qui sont quasiment en résidence surveillée. Il faut qu'ils soient libérés. Si le président Denis Sassou Nguesso, puisque si on respecte la constitution congolaise, il a été élu, puisque la constitution le dit, il faut quand même qu'il libère les opposants. Il faut qu'il engage un dialogue. Et avec, bien sûr, un risque que vous avez aujourd'hui. Si vous avez vu récemment, il y a quelques jours, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, dans un quartier populaire, le lendemain, tôt le matin, boum, 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 des dizaines de morts, il faut quand même pouvoir éviter cela. Justement, la violence du 4 avril au niveau du pôle, les quartiers sud de Brazzaville, Alexis, on avait craint le retour des vieux démons avec ces oppositions entre Ninja et Cobra. Oui. Est-ce que vous y croyez ou c'est une machination du gouvernement par rapport à ces explosions-là? Peut-être pas forcément une machination du gouvernement. Vous savez, il y a, comme je le disais, il y a beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Et le fait de... Il y a l'économie de la guerre qui profite à beaucoup de gens parce que ça permet de donner peu et d'avoir beaucoup et de pouvoir actionner d'autres leviers qui ne sont pas légaux. Et je pense qu'il y a un risque d'embrasement et le danger supplémentaire au Congo, c'est que vous avez des hommes immensément riches qui peuvent se permettre d'avoir et d'entretenir des milices.
Ok. Chana Taki, au lendemain des événements du 31 octobre 2014 au Burkina Faso, on a beaucoup disserté sur cette comparaison. Est-ce que Sassou était sur les traces de Compaoré? Finalement, on voit que le Congo n'est pas le Burkina Faso. Oui, le Congo n'est pas le Burkina Faso. Chaque pays a ses réalités. Le Congo fait partie de ces pays de l'Afrique centrale où il y a le culte de personnalité. Vraiment, Denis Sassou Nguesso, dans ce pays-là, incarne pour certains, vous m'excusez, un demi-dieu. Est-ce que ouais, il incarne un demi-dieu. Et la situation au Congo, elle est explosive aujourd'hui. Les prémices d'une guerre civile sont là. C'est pourquoi les opposants sont à résidence surveillée. Ils sont presque enfermés, emprisonnés. Aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. L'opposition a apporté un certain nombre, a parlé d'un certain nombre de préalables, mais Denis Sassou Nguesso a mis fin à ça. Donc vraiment, je ne vois pas aujourd'hui le cadre dans lequel l'opposition va négocier si ce n'est pas les solutions classiques de gouvernement d'union nationale. Et là, vraiment, c'est une situation politiquement difficile. Et l'ONU s'y intéresse. Vraiment, je ne sais pas comment ça va se dénouer. Sinon, vraiment, il faut s'inquiéter vraiment de ce qui se passe présentement à Brazza. Adam Cham, Sassou semble indétrônable. Est-ce que ce n'est pas dû au fait aussi qu'il est présenté comme faisant partie des derniers vestiges de la France-Afrique? Oui, à 72 ans, à 32 ans de pouvoir, oui, on peut dire effectivement que Sassou est très fort, en tout cas qu'il est très résilient. Je ne crois pas que la situation cette année est la même que les années de guerre civile, parce que les contre-pouvoirs sont devenus extrêmement faibles. Les rapports de force ont changé à tel point que les opposants de Sassou disent qu'il n'y a même pas d'armée, que ceux que nous avons au Congo, ce sont des unités extrêmement fidèles au président, et que ceux que nous avons au Congo, c'est une police qui est loyale au président, qui est surarmée, alors que l'armée elle-même est considérée comme désarmée par les opposants de Sassou Nguesso. Mais après, ce que je veux dire juste pour terminer, c'est que malgré tout, s'il a été élu par 60% des Congolais, il y a 40% des Congolais qui n'ont pas voté pour lui. Et la communauté internationale, elle a beau être hypocrite, elle ne peut pas souffler le chaud et le froid. Je crois qu'il arrivera un moment où effectivement la situation va se décanter, et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Congo. Alexis, ensuite Serge. Il y a aujourd'hui une vérité qui est encore une vérité pour un chef d'État africain d'un pays, en tout cas ayant de la ressource minière naturelle, travailler à sauvegarder les intérêts des multinationales, garantissez aux multinationales leur accès aux ressources, et vous êtes sûr de vous pérenniser. La situation n'a pas totalement dérapé pour le moment, parce qu'il y a quand même le traumatisme des années de braise. Ensuite, vous avez quand même le contexte sous-régional. Vous avez bientôt des élections au Gabon, vous avez des élections, je crois, en Guinée équatoriale également, et au Tchad. Et donc, finalement, les gens se disent, mais si on déstabilise ce pays, qu'est-ce qui va rester? Il faut souhaiter que le président Denis Sassou Nguesso, vous voyez, vous me contaminez parce que vous disiez Daniel tout à l'heure, Denis Sassou Nguesso, il faut qu'il s'entende avec son opposition. Ce sont des Congolais comme lui. On ne peut pas faire le jeu démocratique en mettant les opposants en résidence surveillée le jour de son investiture. Ça sonne totalement faux. Ok. Troisième et dernier thème de l'émission, le Mali. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le gouvernement? Oui, répondront certains, avec d'une part la CSTM, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, qui hausse le ton, et d'autre part l'opposition politique qui boycotte le cadre de concertation avec les partis politiques. Justement, nous écoutons ici Djigiba Keïta, PPR, et Maître Boubacar Karamogo Koulibaly de l'opposition.
Nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer l'anticonstitutionnalité de la loi sur les autorités intérimaires qui a été votée il y a une semaine. Et donc la Cour constitutionnelle est saisie par rapport à cela. Et nous avons également dit au ministre de l'administration territoriale que nous voulons une vision globale des institutions du Mali, qu'on s'assoie pour parler de cela, au lieu de nous appeler chaque fois pour parler d'un bout. Aujourd'hui, la charte électorale, demain, le code électoral. On veut qu'on s'asseye pour parler profondément du Mali, parce que les institutions sont fondamentalement à revoir. Nous avons demandé également à ce qu'on fasse le point sur les 900 000 cartes Nina vierges qui ont été livrées en 1993, dans le cadre des élections qui ont été organisées. Jusqu'ici, il n'y a aucune information sur leur destination. Qui les détient? Ont-elles été détruites? Où est la preuve? Donc nous voulons, parce que demain, on ne pourra pas venir nous dire qu'elles ont été détruites parce que nous n'y croirons pas. Voilà, à cela, bien entendu, il y avait aussi la CSTM qui hausse le ton et des associations de jeunes qui projettent de marcher par rapport à la hausse des tarifs de communication des opérateurs. Certaines même ont commencé, il y a d'autres qui sont prévues. Serge Daniel, est-ce que c'est la fin de l'état de grâce? Puisque depuis 2 ans et demi, depuis que ce pouvoir est là, c'était des dénonciations, mais battre le pavé, le macadam, est-ce la fin de l'état de grâce? Non, à mon avis, c'est plutôt une autre phase stratégique, si vous voulez. Mais déjà, on a quand même connu une grève de l'UNTM déjà ici. Mais effectivement, il n'y avait pas marche comme lui. Écoutez, la marche du 23 a été annulée. On en parlera tout à l'heure, on dira pourquoi tout à l'heure. Je n'ai pas l'impression que c'est la fin de l'état de grâce. L'état de grâce est terminé depuis. Mais c'est plutôt, à mon avis, une nouvelle stratégie de l'opposition. Soit l'opposition suit les pas d'un syndicat, c'est pas les deux syndicats, ou c'est le syndicat qui suit les pas de l'opposition, on verra très bien. Serge, tu voudrais dire qu'il y a connexion quelque part ou quoi? C'est pas vous qui animez le débat. Je vous répondrai pas. Oui, mais c'est une bonne question. Il y a connexion quelque part ou quoi? Bon, c'est que dans la vie de la nation, il y a un moment pour négocier, un moment pour revendiquer, un moment pour négocier, un moment de mécontentement. Et quand ce moment de mécontentement arrive, il faut faire des meetings, il faut faire des marches. Je pense que c'est la loi de la démocratie, c'est vraiment la vivacité vraiment de notre démocratie, sans parler de fin d'état de grâce. Je pense que c'est tout à fait normal, il faut le mettre dans le cadre vraiment de la marche de notre démocratie. Vous m'excusez quand je dis, il y a d'autres structures également qui ont formulé des revendications, les magistrats en ont formulé, d'autres également. Donc vraiment, les gens sont en train de se battre. Ils se battent pour de meilleures conditions de travail et de vie, c'est tout à fait normal. Il revient au gouvernement de les satisfaire ou de les prouver que ces doléances ne peuvent être satisfaites aujourd'hui et que plus tard, on verra. Oui, le dialogue social, Adam Cham. Ensuite, Alexis voulait parler. On voulait conclure ce chapitre par Alexis. Non, d'accord. Non, ce que je crois, c'est... Je ne sais pas si on peut parler de la fin de l'état de grâce. Parce que je ne crois pas qu'il y a eu un état de grâce. Ce pouvoir s'est installé, et il s'est installé, vous vous souvenez, 3 mois après, il y a eu tout ce travail de l'opposition pour faire sortir les uns après les autres des scandales qui auraient pu effectivement avoir des conséquences graves dans l'opinion si ça avait été suivi. Donc je ne crois pas qu'il y a eu un moment où l'opposition a oublié de faire son travail. Je pense que ce qu'il y a eu, c'est que compte tenu de l'état de crise du pays, et l'opposition et la population se sont dit peut-être, oui, nous n'allons pas commencer à marcher, à déstabiliser le régime d'un pays en crise. Je crois que c'est ça qui s'est passé, et ce que nous voyons maintenant, c'est une conjonction d'éléments. Donc le projet de CSTM n'a rien à voir avec le projet de marche de l'opposition, qui n'a rien à voir avec le projet de marche des jeunes, mais c'est vrai que, par exemple, il reste 2 ou 3 ans pour ce régime-là, et en général, ce qu'on a vu ici, c'est que vers la fin des mandats, effectivement, les revendications catégoriques
Gabriel, elle monte. Oui, peut-être c'est moi qui ai parlé d'état de grâce, on l'a dit, dans le contexte où les dénonciations étaient dans le cadre du Parlement, de l'Assemblée. Mais bon, c'est peut-être l'une des rares fois où les gens décident de marcher, de battre le pavé. Peut-être ça peut traduire une certaine exaspération, un certain ras-le-bol. Peut-être pas forcément, mais c'est vrai que Chana a botté en touche parce que si vous avez suivi, il y a une certaine logique dans la démarche de l'opposition. Il n'y a pas eu une question nationale sur laquelle ils n'ont pas interpellé, ils n'ont pas été en première ligne, ils n'ont pas tenté de rencontrer les autorités ou ils les ont rencontrées, mais en tout état de cause, à chaque fois, ils ont fait des propositions. Et c'est vrai, le ministre de l'administration territoriale avait instauré un cadre de rencontre, mais Pierre l'a dit tout de suite, ça ne sert pas à grand-chose de se rencontrer tout le temps si les points de vue ne sont pas pris en compte. Non, je pense que la majorité actuelle a eu beaucoup de chance. Si vous vous souvenez, depuis 1991, on a connu des oppositions, mais cette fois-ci, c'était vraiment aseptisé. Peut-être dû aux conditions du pays, mais ils ont fait l'effort. D'ailleurs, la marche du 23 a été annulée à cause de la maladie du président. C'est important. Justement, on va parler de la maladie du président. Mot, si vous voulez permettre, c'est que moi, quand même, après la déclaration de l'opposition, il y a eu 2 autres points dont on ne parle pas. L'opposition demande donc que la biométrie soit utilisée pour le fichier et l'histoire des 900 000 cartes d'électeurs qui seraient dans la nature. Moi, ce qui m'a un peu déçu, ça a été le silence du gouvernement, du ministère de l'administration territoriale. Lorsque vous avez une opposition... Il ne savait pas, il n'était pas là. Mais il n'était pas là. Mais attends, quand vous avez une opposition qui fait ce genre de déclaration, mais le lendemain, vous répondez quand même aux gens. Vous ne vous taisez pas. Est-ce que vous voyez? Si vous ne vous taisez comme ça veut dire que vous banalisez les choses, les affaires de l'État, parce que ça concerne la vie du pays. Est-ce que vous voyez? Donc j'en ai terminé, Chana, j'ai été vraiment déçu par le silence du gouvernement. Mais pas le gouvernement, c'est le ministère de l'administration territoriale, puisque c'est là-bas qu'il y a un cadre de concertation. Voyez-vous, la vie politique était nécessaire que le ministère s'exprime sur la décision de l'opposition de boycotter ce cadre de concertation. Serge, ce n'est pas la première fois que le gouvernement brille par son silence. Le gouvernement n'a jamais répondu aux véritables interpellations du gouvernement, de l'opposition. Le gouvernement n'a jamais réagi. Ce gouvernement-là a toujours fui le débat face à l'opposition. C'est ça, vraiment, la faiblesse, le talon d'Achille de notre gouvernement. On interpelle d'un côté, on accuse d'un côté, on dénonce d'un côté, mais de l'autre, il n'y a jamais eu de réponse. Serge, tu aurais pu être dessus depuis très longtemps, mais si c'est aujourd'hui seulement que tu es dessus, Adam Thiam, quel peut être l'impact de ce boycott, le boycott du cadre de concertation des partis par l'opposition sur la suite des opérations, puisque bientôt ce sera le chronogramme des élections, les locales, les régionales. Est-ce que ça peut avoir un impact? D'abord, avant l'impact, les mobiles. Ce que l'opposition a dit, c'est que nous avons un accord qui doit être rendu conforme à la Constitution. Ça veut dire qu'il faut un changement du texte fondamental pour intégrer les concessions faites dans l'accord de paix et de réconciliation. Ça me paraît une position vraiment sage. Premièrement, ça me paraît. Mais voilà. Alors, il y a un référendum. Donc, on se demande pourquoi est-ce que on ne va pas simplement à cet arrangement, à ce référendum-là, à ce changement constitutionnel, avant d'aller à des élections. Parce que de toutes les manières, le mandat de toutes les communes est expiré. Et puis, on peut par la loi les proroger. Ce n'est pas un problème. Ce qu'on ne peut pas faire, par contre, c'est voter un texte dont l'anticonstitutionnalité peut être détectée et dénoncée par la Cour constitutionnelle et la plainte de l'opposition contre l'accord intérimaire. Il faut attendre de voir ce qu'elle va donner, parce que si elle est rejetée, ça veut dire que c'est un grand pan de l'accord de paix de réconciliation qui leur a été. D'accord. Et l'opposition qui avait projeté de marcher cette semaine, une marche qui a été reportée finalement à une date ultérieure à cause de l'état de santé du président de la République. Mais Alexis Calabri, pour une fois,
il y a eu une union sacrée de l'ensemble des Maliens, que ce soit les partis politiques de l'opposition et de la majorité de la société civile, pour faire vraiment un bloc par rapport à cet état de santé de la première institution. Peut-être c'est aussi ça le Mali. Oui, je pense qu'à ce niveau, il ne viendra à l'idée de personne de faire des commentaires déplacés. Mais ce qui est surtout important et qui a amené, disons, tout le monde à comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu de dénégation. Tout de suite, il y a eu un communiqué pour dire que le président est parti aux soins, qu'il a subi des opérations. Et le communiqué était apaisant puisqu'il disait que tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que les réactions, de mon point de vue, auraient été différentes si c'est la rumeur qui avait véhiculé ça ou si c'était venu autrement. Mais le fait qu'on le dise, qu'on le reconnaisse, c'est humain. Je dis, pour une des rares fois, la communication a été très bonne. La communication a été très bonne, donc il y a eu peu de gâchis par rapport à ça. Et la maladie, chacun de nous peut tomber malade, après on se rétablit, requéquer en bloc, et puis on reprend son travail. Donc par rapport à ça, je pense que humainement, l'opposition a été responsable, mais de mon point de vue, ce n'est pas du politiquement correct. Est-ce que vous voyez ? C'est ce bon de compatir vraiment à cette situation, de souhaiter prompt rétablissement au président de la République et demander à Dieu qu'il les bénisse et qu'il puisse revenir vraiment en forme pour reprendre le pays à main parce que le pays a besoin de lui. Il y a eu l'unité dans l'épreuve. Ça a été très frappant. Il y a eu l'unité dans l'épreuve. C'était très frappant, essentiellement parce que la communication, comme le disait tout à l'heure Alexis, la communication était bonne. C'est-à-dire, on n'a pas voulu cacher quelque chose. Ça me rappelle d'ailleurs lorsque le président ivoirien était tombé malade à l'époque. Il a dit, il est revenu avec une canne en disant, voilà, c'est la canne de l'émergence. On va voir si le président va revenir avec une canne ou pas. Et donc, c'était bien. Et il y avait effectivement cette solidarité de tout le monde. C'était quelque chose de touchant. Il faut souhaiter un prompt rétablissement au président de la République. Mais surtout, l'erreur à ne pas commettre, c'est que s'il est en convalescence, il vaut mieux qu'il reste en convalescence pendant un moment, au lieu de dire tout de suite, je vais reprendre le boulot parce que, il ne faut pas que les gens disent que je suis fatigué. C'est un droit, tous les hommes sont malades. En plus, lui, on sait qu'il est malade parce qu'il est président de la République. D'autres sont malades, on ne le savent pas. Donc, voilà. Ok, Aram Cham, sur la question. Honnêtement, ce que je crois, c'est peut-être que la contre-communication a été bonne. Parce qu'on ne va pas, il faut quand même qu'on le dise. Le premier article qui a parlé de l'état de santé du président, c'est l'article de RP Média, sorti le même jour que le communiqué. Le communiqué est sorti l'après-midi. On a même l'impression que c'est en réponse à cet article. Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Le président est la première institution du pays. C'est un homme, c'est un chef de famille, un homme qui crie. Il n'est pas un ours qui danse. Il n'y a aucune raison de se réjouir de l'état de maladie d'un président. Et en plus, on peut mourir. Personne ne sait à qui c'est le tour. Ça peut être le tour de ceux qui se réjouissent de sa maladie. Mais il faut le dire, la communication, le communiqué de la présidente de la République suit un article qui n'aurait pas dû être celui qui nous informait de l'état de maladie du président. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut simplement que les gens sachent que personne, en tout cas dans le cas du Mali, personne ne souhaiterait effectivement que le président tombe malade, a fortiori qu'il se passe autre chose. Mais ça fait partie de la biologie de lui, de chacun d'entre nous. Et je crois effectivement que devant cette situation-là, l'opposition ne pouvait que reporter sa marche. Et je pense honnêtement, Chana, que la décision de reporter, c'est ce qui sied à la culture malienne. La communication a été bien. Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que c'était pas une réponse à un article, je ne crois pas. Le président a été opéré le jour où le président a été opéré, il y a eu un communiqué officiel. Et avant son départ,
il était précisé qu'il allait en visite privée. Donc, ce n'était pas une visite officielle. On a été prévenu le jour de l'opération. Donc, ce n'est pas une réponse, à mon avis, à cet article. Moi, je ne veux pas polémiquer sur ça. Hein. C'est-à-dire que le communiqué aurait pu dire qu'il annonçait. Il n'y a même pas eu de communiqué pour dire qu'il partait pour des raisons privées. C'est possible. Bon, s'il y a eu, on peut dire qu'il partait pour des raisons de santé. Okay? Bon, mais ça, c'est possible. Ça se fait dans d'autres pays. Mais ici, on n'est même pas obligé, je dois dire. Parce que dans tous les pays, par exemple, dans tous les pays que je connais, dans les critères pour être président, il y a le dossier médical. Au Mali, ce n'est pas une obligation. Enfin, il y a une visite médicale. Il y a une visite médicale. Si vous voulez être candidat à la présidentielle au Mali, vous avez une visite médicale à faire. Le communiqué a peut-être été bien, mais il pouvait être excellent. Le communiqué pouvait être excellent. Par exemple, moi, quand j'ai lu le communiqué, le nom de la maladie, j'ai été obligé d'appeler un médecin pour savoir ça veut dire quoi, parathyroïde, de l'adénome. Voilà. Il pouvait être excellent si on n'avait pas donné le nom scientifique de la maladie. Nous, on a eu recours à un spécialiste pour dire c'est quoi finalement cette maladie. Tout le monde. C'était trop élitiste. Non, c'était, en fait, ésotérique. On dirait peut-être qu'on a senti le médecin aussi dans la rédaction ou que ça a été fait. Bon, vous savez, ça fait. Ça rappelle un peu le Sarkozy quand on disait quoi vagal où effectivement il y a des moments où je pense que c'est fait à dessein pour peut-être ne pas aggraver, mais pour obliger les gens à comprendre que c'est ainsi. Ça évite les commentaires en tout cas. Ok, en tout cas, prompt au rétablissement au président de la République. Ainsi prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Calambri des Échos, Chara Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat du dimanche sur Africa Télévision.